Bienvenue dans QPV 2026, Que pour vous 2026, le podcast qui reçoit celles et ceux qui rentrent dans l'arène politique pour les prochaines municipales. Bonjour Sonia. Bonjour Majid. Sonia Yembou, tu te présentes tête de liste dans la ville de Goussainville dans le Val d'Oise, dans le 95, c'est bien ça? C'est ça. D'accord, donc est-ce que tu peux te présenter, d'où tu viens, quel est ton parcours, on va dire, politique, professionnel et ou associatif? Alors, par où commencer? Peut-être par dire que je suis une enfant de Goussainville. D'accord. J'y ai toujours vécu, j'y ai grandi, j'ai fréquenté ces écoles. Et puis, ma famille s'y est installée dans les années 70. D'accord. Donc, vraiment, Goussainville, c'est à la fois ma ville et mon histoire. Et puis, je suis engagée en politique depuis maintenant bien longtemps, depuis que j'ai mes 16 ans. Ah oui, J'étais passionnée par la politique bébé depuis très politique, jeune. ah ouais, Ouais. 16 ans. Bébé politique, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai été déléguée de classe très tôt, par exemple. D'accord. J'ai mené un journal au lycée pour les lycéens. Je me suis engagée, j'ai fait ma première manif à 16 ans contre la réforme Allègre. Tes parents, Pour ceux qui ont tes parents la sont ref. politiques ou... Pas du tout. Non. Pas du tout, ça m'est venu comme ça. C'est une passion. D'accord. Depuis très jeune, je ne l'explique pas, mais il paraît que les passions, on ne peut pas leur donner d'explication. Donc très jeune, ça m'a intéressée. Et puis, il y a eu le 21 avril 2002. Je pense que pour ceux qui ont mon âge ou un peu plus, on a tous la référence. Et donc, Jean-Marie Le Pen qui se qualifie pour le second tour. Et à ce moment-là, moi, j'étais complètement fan de Lionel Jospin. Il ne faut pas me demander vraiment pourquoi, mais j'étais fan de lui. Il était Premier ministre, si on s'en rappelle un petit peu, sous Chirac. Et donc, il a été candidat. Et c'était ma première année de fac, c'était mon premier vote en 2002. Et tous mes camarades de classe me disaient oui, on va voter à gauche, mais on va voter pour Taubira, on va voter pour Chevènement, on va voter pour tous ces petits candidats qui étaient présentés. Et moi, je disais mais non, il faut voter pour Lionel Jospin. Et ensuite, on connaît la conséquence avec Jean-Marie Le Pen qui prend la place au second tour. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, je ne peux pas juste dire à mes petits camarades de classe de voter à gauche, il faut que je m'engage, parce que là, c'est grave. Et on a l'extrême droite qui peut se qualifier pour la présidentielle. Et du coup, en 2002, je décide de m'engager dans un parti politique. Donc, j'ai 18 ans et je m'engage dans un parti politique de gauche, qui était le Parti socialiste à l'époque. Ah oui, oh là. C'était il y a 25 ans. Est-ce qu'ils sont encore de gauche ou pas? Ouais, je précise. En tout cas, à ce moment-là, il l'était. Et donc voilà, mon engagement politique commence comme ça, mais je suis une militante de base. Je fais la campagne de Ségolène Royal en 2007 face à Nicolas Sarkozy. Je suis très engagée. Et puis, à Goussainville, donc la ville où je continue de vivre, il y a une élection municipale en 2009, une élection anticipée. En 2009, c'est pas 2008? Il y a eu 2008, mais 2008, l'élection avait été annulée. D'accord. Parce qu'il y avait des soucis dans le vote. Et donc en 2009, là, je m'engage dans cette liste. Voilà, le candidat de l'époque, qui s'appelait Alain Louis, qui nous a quittés récemment, me dit, voilà, tu es engagé au Parti Socialiste, on mène une liste, est-ce que tu veux nous accompagner? Et sincèrement, je ne comprenais pas forcément ce que ça signifiait. Et je lui dis, ok, très bien, moi de toute façon, je vous accompagne en tant que militante. Donc en étant sur les listes ou pas, on y va. Et donc on gagne, et ça commence comme ça, mon engagement municipal. Donc, du coup, tu faisais quoi en 2009 En 2009, j'étais conseillère municipale, déléguée à la communication. Et puis en 2014, nouvelle élection. Et donc là, nous sommes à nouveau élus. Avec le même maire, monsieur Alain Louis, d'accord. Et cette fois, je suis adjointe au maire, à la démocratie participative, à la communication et à l'emploi, donc des délégations importantes. Et peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, mais la démocratie participative, ça fait vraiment partie de mon ADN, la concertation. Et puis en 2020, à nouveau, je suis candidate et adjointe au maire sur ce mandat qui vient de se terminer. Et je suis déléguée à la culture et à la jeunesse. Mais là, ça a changé, c'est plus... Et là, le maire a changé. C'est monsieur Hamida, c'est ça? Exactement. Et donc, depuis 2009, je suis élue quand même, dans la ville où j'ai grandi. 17-18 ans, quand même. Oui. J'ai commencé très jeune, mais ça fait un moment. Je m'en rendais pas forcément compte quand on est dans l'engagement au quotidien et que finalement, on veut faire avancer les choses pour sa ville. On fait ça de manière presque naturelle, même si ça demande beaucoup d'engagement et d'énergie. Mais j'ai pas l'impression que ça fait autant de temps. Ça passe tellement vite. Et du coup, tu fais que ça, non? Ou tu travailles à côté? Non, ça reste un engagement politique de mandat d'élu en parallèle. Non, à côté, j'ai ma vie professionnelle. Et j'ai vraiment mis aussi un point important à garder justement ma vie professionnelle qui était déjà bien dense. Et donc, ça fait maintenant presque 18 ans que je travaille dans la communication, mais je suis dans la fonction publique. D'accord. Et donc, je suis fonctionnaire depuis un moment. Et aujourd'hui, je suis ingénieure d'études au CNRS. D'accord, oui. Voilà. Et je suis passée par des collectivités, je suis passée par des ministères. Et donc,
je navigue aussi dans la fonction publique et dans l'administration depuis de nombreuses années. D'accord. Et tu prends plus de plaisir où, du coup ? C'est pas pareil. C'est pas pareil. la même chose. C'est-à-dire qu'en travaillant en tant que fonctionnaire, finalement, c'est le même leitmotiv, c'est-à-dire l'intérêt général. Et puis à Goussainville, c'est pour l'intérêt général de ma ville et des habitants. Donc ça reste le même objectif, mais qui touche finalement des publics différents. Mais ouais, ça reste aussi finalement. J'apprends autant, à la fois dans ma vie professionnelle et dans ma vie d'élu. Et j'ai l'impression que dans ma vie d'élu, tout de même, mon utilité est un peu plus palpable. Parce que forcément, quand on travaille dans des ministères, ça reste un peu plus lointain, son action. Que là, on est au cœur du... t'es plus local que... Exactement. Ouais. Et du coup, c'est pas ta première élection, on va dire. Non. Là, c'est ta première élection en tête de liste. Oui, c'est ça. C'est ma première en tête de liste, mais j'en ai pas mal à mon actif des campagnes électorales. Et pourquoi justement cette envie? C'est un ras-le-bol, c'est un déclic, c'est quoi? Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que, pour en parler peut-être rapidement sans rentrer dans le détail, mais j'ai quitté la majorité actuelle et donc le maire en juillet dernier. D'accord. Pour des désaccords sur pas mal de sujets. Et puis aussi, j'ai un peu dénoncé, un peu beaucoup, la gouvernance autoritaire du maire, où il n'y avait plus d'écoute, plus de dialogue. Donc je n'acceptais plus sa manière de faire et donc je l'ai quitté. Je n'avais pas forcément prévu à ce moment-là de me présenter en tête de liste, en totale transparence. Mais lorsque j'ai quitté la majorité, j'ai eu beaucoup de soutien de Goussainvilloises et de Goussainvillois qui ont souligné mon courage d'avoir osé dire les choses. Ils m'ont dit, mais il ne faut pas s'arrêter là. Moi, je leur ai dit, écoutez... il y a certainement d'autres personnes qui vont se présenter. Mais non, il faut y aller. On a besoin d'une femme, de poigne, de courage, d'expérience. Je ne me jette pas de fleurs. C'est vraiment ce que les gens m'ont dit. Et je les ai sentis un peu résignés. En disant, si vous ne vous lancez pas, c'est presque sûr qu'il va gagner. Non, mais enfin, ils disent tous, faut y aller. Mais c'est entre y aller et après, est-ce qu'ils vont mettre le bon bulletin dans l'urne? Parce que c'est ce qu'ils disent en général. Enfin, après, on va peut-être rentrer un peu plus dans le détail sur l'abstention et tout. Mais en général, les gens, ils disent, oui, il faut y aller, t'as parlé, etc. Mais eux n'y vont pas ou ne vont pas voter le jour J. C'est vrai. Malheureusement. C'est vrai. Alors, je ne sais pas si j'ai eu de la chance. En tout cas, ils ont été au rendez-vous, ne serait-ce que pour composer mon équipe. J'ai eu aucun mal à constituer une équipe de 41 personnes autour de moi. Donc, pour certains d'entre eux, en tout cas, ils sont allés au bout de leurs paroles. Et puis après, il y avait aussi une envie personnelle. Après près de 18 ans d'engagement municipal, tout ce que j'ai pu dénoncer, je l'ai aussi vécu personnellement. Et les gens partageaient le même constat que moi, c'est-à-dire que la ville s'abîmait, on ne reconnaissait plus notre ville et qu'il y avait une vraie envie, un vrai besoin de changement. Donc je me suis dit, il y a à la fois ces gens-là qui me soutiennent, à la fois mon envie personnelle de vouloir faire bouger les choses pour cette ville qui m'a vu grandir. Donc voilà, les deux finalement raisons se sont rejoints et je me suis présentée en tête de liste. D'accord. Et pourquoi liste citoyenne? Pourquoi tu n'as pas pris l'étiquette de LFI ou PS ou un parti qui serait venu justement te caster? Oui. Si tu as le profil depuis 18 ans, justement, il n'y a pas eu justement ces démarchages. Alors, j'ai quitté le PS il y a de nombreuses années, pour plein de raisons. Pas forcément le moment pour en parler, mais en tout cas, entre autres, François Hollande a été très, très décevant. On a une liste déjà LFI qui est menée par un adversaire, un collègue sur la ville. Moi, je suis de gauche. Je l'ai toujours revendiqué. Je le dis encore aujourd'hui à ce micro. J'ai plusieurs partis de gauche qui me soutiennent, comme le PRG, comme Génération, comme l'Après. Mais je ne suis pas étiquetée officiellement dans l'un de ces partis, mais ils ont décidé de soutenir ma liste, parce qu'ils trouvent qu'à la fois mon parcours, les valeurs que je véhicule et mon programme peuvent correspondre à leur identité. Donc je suis une liste citoyenne soutenue par des partis de gauche. D'accord. Et là, il y a combien de listes du coup qui se présentent à Goussainville? 7 listes. Ah oui, quand même. Ah oui. C'est beaucoup, mais je pense que ça en dit beaucoup sur l'envie que a suscité le maire, c'est-à-dire que les gens veulent le voir partir. Cette liste, du coup, il y a M. Amida. Oui. Il y a le maire sortant, une liste citoyenne. Il y a toi. Il y a moi, donc liste citoyenne de gauche. On a LFI. Il y a une liste qui se revendique sans étiquette, mais qui est plutôt centre-droit. D'accord. Voilà. Une liste lutte ouvrière. Ah oui, comme dans toutes les villes en général, lutte ouvrière, ils sont là, ils proposent des candidats. Une liste les écologistes. D'accord. Voilà. Ah, donc vous n'avez pas réussi à allier les écolos avec LFI ou avec... Bref. Et une liste, une dernière qui m'échappe. Pas le RN, non
Alors pareil, elle ne s'apparente pas RN, mais elle a été candidate en 2021 sur une liste RN. Donc pour moi, je la classe dans l'extrême droite, mais elle ne se qualifie pas officiellement comme RN. Donc cette liste... Le RN, justement, il a une chance ou pas? Je l'espère pas. Non. Et moi, c'est mon combat depuis toujours. Après, le RN fait toujours un score qui est malheureusement, à mon sens, trop important sur la ville, mais pas de là à ravir la ville, pardon. On est sur une ville cosmopolite, une ville populaire. Il s'était déjà présenté, le RN, ou pas? Il s'est déjà présenté en 2014, D'accord. mais pas en 2020. Et il y avait une triangulaire et ils avaient perdu face à Alain Louis, le maire avec qui j'étais à l'époque. Mais ils font toujours malheureusement un score important. Et là aussi, il y a une bataille à mener. C'est-à-dire que sur une ville aussi cosmopolite que Goussainville, pourquoi le RN pense pouvoir gagner et se présenter? Oui, parce qu'ils sont persuadés qu'ils vont mettre 600 candidats un peu partout en France et récupérer des mairies. C'est vrai, il y a aussi la logique du national, c'est-à-dire d'avoir des candidats finalement dans les plus grandes communes. Ils ne font pas campagne. Non, ils n'ont pas besoin en fait. C'est Marine et Jordan qui fait campagne pour eux. Donc la marque parle déjà pour eux. Mais c'est dommage. Et puis c'est aussi ne pas respecter les Goussainvillois, ne pas faire campagne. Il y a combien d'habitants à Goussainville? 32 000 habitants. 32 000. Et il faut être combien sur ta liste du coup? 41 personnes. 41 personnes. Voilà. Donc ça y est, on a déposé la liste officielle cette semaine. Donc c'était hier, le 27. C'était le dernier jour hier, mais on l'avait fait lundi. La liste a été validée. Donc c'est une liste paritaire. Donc elle va de 20 à 88 ans. Donc avec des étudiants, des responsables finances, ressources humaines, des enseignants, des ingénieurs travaux, enfin voilà, une liste très large, et puis qui représente aussi chaque quartier de la ville, parce que ça c'est important. Donc je suis très fière de l'équipe qui m'accompagne et de l'équipe qu'on propose au Goussainvillois pour pouvoir mener la ville pendant les 6 années à venir. Et du coup, en tant que tête de liste citoyenne, quels sont les obstacles que tu peux rencontrer? Est-ce que c'est financier? Est-ce que c'est des problèmes de salle? Est-ce que c'est humain? Quels obstacles tu peux rencontrer quand tu te présentes en liste citoyenne et pas comme tu l'as été avec Alain Louis ou avec Abdelaziz Hamida, même si Abdelaziz Hamida, lui aussi, c'était une liste citoyenne du coup. Oui. Alors, quand on est tête de liste d'une liste citoyenne, ce qui a finalement peut-être le plus difficile à gérer, c'est tout le côté un peu administratif et financier. Parce que les gens ne le savent pas, peut-être pas, mais c'est sur des fonds propres qu'on mène une campagne électorale quand on est sur une liste citoyenne. Et que, par exemple, les bulletins de vote et les professions de foi qu'on retrouve dans sa boîte aux lettres et le jour du vote, c'est au candidat de gérer à la fois sa conception, son impression, sa livraison. Donc, c'est La livraison en mairie. Des bulletins de vote et des professions de foi, les bulletins de vote qu'on trouve bien sûr le jour J lors du vote. Ça, les gens n'ont pas forcément en tête. Ils pensent que c'est la préfecture qui gère, mais pas du tout. C'est le candidat tête de liste, donc c'est une grande gestion logistique. Une grosse responsabilité, parce que des fois, on peut se faire retoquer justement sur la taille du bulletin, sur les couleurs. C'est ça. C'est qu'il ne faut pas mélanger de couleurs, donc etc. Là, les derniers jours, on a passé beaucoup de temps à relire nom par nom pour s'assurer de l'orthographe, du bon tiret, du bon accent. J'ai même vu dans une ville là où ils ont failli se faire retoquer, puisqu'il y en avait un qui était inéligible et je crois qu'il a oublié de le dire. Ah ouais, non, ça c'est horrible. Ça pour le candidat c'est horrible, je le souhaite à personne. Non mais pour le candidat, bon à la rigueur le candidat il peut pas le savoir. Le candidat tête de liste oui, mais du coup ça l'oblige à refaire toute sa liste. Mais tu vois cet amateurisme où le candidat, enfin celui qui était dans la liste aurait dû prévenir au moins ses petits camarades parce que je sais pas si c'est voilà, mais du coup toute cette partie là. La partie logistique administrative prend beaucoup de temps à la tête de liste et que moi je préférais être sur le terrain non-stop, mais finalement on doit gérer tout cet aspect-là et l'aspect financier, donc comme je disais. Et puis on a notre travail au quotidien, c'est-à-dire que ça. Moi je là, continue à travailler. Tu travailles, tu t'es pas mis à disposition. Non, j'ai continué à travailler, j'ai pris des vacances et puis là je suis en vacances pour la fin de la campagne. Mais on peut pas prendre 6 mois de vacances, c'est pas possible. C'est-à-dire que alors déjà c'est mettre en difficulté son service. Moi je suis responsable d'un service au CNRS, je ne peux pas mettre en difficulté pendant des mois. Et puis, c'est aussi assurer l'aspect financier. Je ne peux pas à la fois abandonner mon travail et financer ma campagne. Quand tu es fonctionnaire ou pas? Oui, je suis fonctionnaire. Et quand tu es fonctionnaire, tu ne peux pas te mettre à disposition? Je peux mettre à disposition, oui. Mais comme je disais, ça met en difficulté le service. D'accord. Et puis, ma candidature, elle n'est pas décidée depuis 2 ans. Ça reste assez récent dans l'organisation. Donc, j'ai continué à avoir mon travail au quotidien. Jusque-là, tout s'est très bien passé et tout à gérer, mais c'est une gymnastique. C'est du travail. Et finalement, c'est ce que je fais depuis presque 18 ans aujourd'hui. J'ai toujours eu mon travail et cet engagement en parallèle. J'ai des journées bien remplies. Je vois moins mes amis et ma famille, mais on arrive à s'organiser. Donc, la gestion au quotidien, c'est aussi c'est vrai que dans une liste citoyenne, quand tu n'es pas dans un parti, tu vois, y a toute cette doxa qui t'envoie les templates, il y a le mandataire financier, tu vois tout. Enfin, tu t'occupes de rien, alors que là, tu dois tout gérer, même la police.
etc. Exactement, on doit tout gérer, ne serait-ce que d'ouvrir un compte. Ça a été le parcours du combattant. C'est super compliqué, les comptes de campagne. Les gens ne le savent pas, mais déjà, juste pour un rendez-vous, il faut 2-3 semaines en général. Exactement. Mais ça donne un petit aperçu de ce qu'on doit gérer par la suite. Et il faut combien, du coup, pour une ville comme Goussainville, le montant qu'il ne faut pas dépasser? Une campagne, elle ne doit pas dépasser 30 000 €. D'accord. Voilà, pour une ville. Et là, du coup, qui finance, c'est toi toute seule ou c'est l'équipe? Oui, c'est auto-financement. Je n'ai demandé aucune participation à mon équipe. Voilà, je me suis dit que j'avais pris cette décision seule au début et du coup. Il faut faire les 5% pour se faire rembourser. Oh, mais on vise la victoire, donc il n'y aura pas de souci sur les 5%. Mais ça reste un stress supplémentaire. Et puis après, il y a la gestion de l'humain finalement, parce que 41 personnes, on vient tous, on a des âges différents, des professions différentes. C'est pas forcément des personnes avec qui on aurait pu discuter, échanger dans la vie de tous les jours. Donc il faut faire s'entendre tout ce groupe et créer une dynamique et créer un esprit d'équipe. Et ça, j'y ai attaché vraiment beaucoup d'importance, puisqu'on ne peut pas gagner si on n'est pas à la fois solidaire, si on ne défend pas les mêmes valeurs, le même programme, puis la même vision. Et ce qui nous réunit, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de se dire, on est attaché à cette ville. Soit on y est né, soit on y a grandi, soit on y habite depuis des décennies, et on veut la voir évoluer dans le bon sens. Et comme ce que je disais tout à l'heure, elle s'est abîmée, cette ville. Le dialogue est rompu, les gens se sentent, j'allais dire, en souffre. Moi, beaucoup de gens m'en parlent. Donc c'est cet objectif qui nous réunit. Il ne faut pas l'oublier, il faut le garder en tête. Et justement, tout ce travail de fond, parce que tu vois, quand tu t'es engagé, entre guillemets, en juillet, c'est ça? Oui. Ça fait 6 mois, 7 mois. C'est ça. Et c'est faisable, en fait, de mettre en place toute une équipe, toute une organisation, tout un programme en si peu de temps, où tu te dis qu'il fallait... parce que, par exemple, tu peux me faire l'avocat du diable. Je sais que Abdelaziz Hamida, lui, pour 2020, il s'était présenté déjà en 2017. Pour les législatives, oui, tout à fait. 2017, et puis après, il avait fait tout un travail de fond, parce que, pour le coup, là, je vais me faire l'avocat du diable, sur c'est l'un des seules listes citoyennes, parce qu'il y a, je crois qu'il y a lui, il y avait peut-être Dionor, même si c'est une liste citoyenne à Villetaneuse. Villetaneuse. Et après, il y a peut-être, on va dire, Asdine Taibi, mais encore c'est différent, parce qu'Asdine Taibi, c'est le maire communiste qui est sortant, qui l'a laissé à sa place. Donc, tu vois, il n'y a pas beaucoup de listes citoyennes. Et pareil, quand on regarde de l'extérieur, tous les projets qu'il y a à Goussainville, on pourrait se dire qu'il y a du très très bon boulot, puisqu'il y a une sorte de nouveau Rungis, il y a la gare, le projet de centre-ville, le désenclavement, il y a beaucoup de communication. On avait même passé le film là-bas à une époque dans le cinéma, qui est un super cinéma. Je ne sais même pas si les travaux avaient été refaits ou pas. Et tu vois, quand tu compares par rapport à d'autres villes, il n'y a pas eu autant de travail de fond de fait. Justement, qu'est-ce que tu en penses? Et puis toi, tu as fait partie aussi de cette équipe. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce qu'il y a à faire de mieux ou de plus? Alors, plusieurs questions, Danto. Non, mais enfin, vraiment, on va y répondre. Alors, moi, je suis totalement honnête. Je ne dis pas que rien n'a été fait pendant ce mandat. Et j'y ai fait partie pendant près de 5 ans, même un peu plus. C'est ça. Et j'y ai participé à ces projets. Moi, j'étais à la culture et à la jeunesse. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Oui, d'accord. Donc toi, tu étais à la culture et à la jeunesse sur le dernier mandat. Le théâtre dont tu parles, je le connais bien. C'est un beau théâtre, en tout cas. C'est un très beau théâtre qui a été... D'ailleurs, je l'ai inauguré en tout début 2020. Donc voilà, on a relancé une culture accessible à tous les âges, avec une programmation qui puisse correspondre à tout le monde, aux plus âgés comme aux plus jeunes. Là où tu as raison aussi, c'est qu'il y avait beaucoup de jeunes, c'était très mix. Il y avait des personnes âgées ce soir-là, donc c'était... franchement, tu vois, quand tu viens de l'extérieur d'une ville comme Mantes-la-Jolie, nous, on s'était pris une claque, clairement, tu vois. Donc, sur ça... C'est une ville qui a plein d'atouts, c'est une ville jeune qui ne cherche qu'à finalement s'épanouir. Donc voilà, pour revenir sur ce qui a été fait, moi j'ai participé à plein de projets. Comme je disais, la jeunesse, la culture, on a inauguré une nouvelle médiathèque avec une salle d'études dédiée aux étudiants, parce que c'était une des demandes fortes à l'époque de pouvoir se retrouver dans une salle à étudier et pas devoir aller à Beaubourg, à Paris, etc. La culture, j'en ai parlé. Sur mes mandats précédents, j'avais lancé les conseils des quartiers, le conseil des jeunes, le conseil des enfants. Donc finalement, mon bilan, il est aussi là, en tant qu'élu depuis 2009. Et donc, pour revenir sur le mandat actuel, bien sûr qu'il y a des choses qui ont été faites, mais moi, ce que je dénonce, c'est que le quotidien s'est dégradé. Alors, c'est bien de lancer des grands projets, et ça, on le dit, on va les poursuivre, mais en concertation, parce qu'on a aussi des questionnements, des commerçants du centre-ville, par exemple, qui s'inquiètent de ne pas avoir été concertés sur le futur centre-ville. Il y a des terrains qui ont été vendus pour des constructions privées.
why not, mais on bétonne, mais qu'est-ce qu'on prévoit à côté? La gare, c'est un projet qui avait déjà été signé en 2018 par Alain Louis, et ça suit son cours, et c'est une très bonne chose. Moi, je prends le RER tous les jours. Les gens se plaignent beaucoup. Le RERD, c'est le pire RER en termes de statistiques en Ile-de-France, donc c'est un vrai souci. On n'a pas été dans le tracé de la ligne 17. Il faudra se battre pour être dans le tracé de la ligne 19 pour le métro. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc c'est bien des travaux de rénovation à la gare, mais il faut aussi se projeter sur du plus long terme. Le Rungiste, rien n'est fait. D'accord. C'est Maris. Moi, j'ai aucun souci si ça bénéficie en termes d'emploi au Goussainvillois et que les nuisances sont moindres. On peut en discuter, mais on est dans une ville où il est difficile de sortir de la ville. Donc les problèmes de circulation que ça peut aussi engendrer, tout ça, ça doit être étudié. Donc ces grands projets, c'est bien. C'est vrai que Goussainville était très enclavé. Oui. Et là, ça commence un petit peu à se désenclaver. Oui, il y a eu des sorties qui ont été faites, je ne dis pas le contraire, et ça améliore la vie de certaines personnes au quotidien, de certains quartiers, mais ça reste très compliqué en aire de pointe tout de même de sortir de la ville. Donc ça aussi, ça fait partie de notre programme, de trouver d'autres solutions que les sorties qui ont déjà été faites. Parce que les gens, en général, ils travaillent sur Paris ou sur Roissy? Alors, effectivement, il y a le bassin d'emploi de Roissy, et donc il y a finalement une seule route pour aller à Roissy, une seule voie, tous les matins. Donc je pense qu'on met entre 3/4 d'heure et 1 heure, selon les heures, pour aller à Roissy. Et c'est la même route qui mène à la 1 et la 3. Donc si on veut aller à Paris, à 93, Paris, etc. Donc c'est très compliqué. Donc ça reste un gros défi. Et puis pour revenir à ce que moi je propose, il me semble que c'était l'autre question. Moi, ce que je dis souvent là depuis ces dernières semaines, c'est que je ne promets pas l'impossible. Moi, ce que je veux, c'est améliorer le quotidien des gens, vraiment, dans leur vie au quotidien, que ce soit pour leur cadre de vie, les mobilités, le transport, l'éducation. Nos écoles sont dans un état préoccupant aussi. Aider les jeunes, à les accompagner, à trouver un stage, une alternance. Il y a une vraie souffrance des jeunes qui vont abandonner leurs études parce qu'ils ne trouvent pas d'alternance. Je le disais, on est à 7 km de l'aéroport de Roissy. Je n'ai pas des stats précises, mais je sais que ça ne bénéficie pas en majorité au Goussainvillois. Il y a davantage des personnes qui habitent dans l'Oise, par exemple, qui viennent travailler à Roissy. Moi, je rencontre des entrepreneurs, des entreprises de la ville qui me disent « mais moi, j'ai aucun souci à pouvoir parler avec la collectivité et pouvoir finalement embaucher des Goussainvillois sur notre territoire, parce qu'on a pas mal de zones d'activité avec des entreprises. Donc, il y a beaucoup de choses à faire aussi sur ce côté-là. La sécurité, il y a aussi des soucis sur la sécurité qui a été divisée par 2. Donc, on a des gros soucis de cambriolage dans des quartiers résidentiels, parce que Goussainville, on a 50% de logements collectifs et puis 50% de résidences privées pavillonnaires. Donc, c'est une ville aussi intéressante par cet aspect-là. Et donc, les gens dans ces quartiers-là se sentent aussi un peu abandonnés. On a un quartier qui s'appelle le quartier des Nous, qui en termes de statistiques est le quartier où il y a le plus de cambriolage dans le Val d'Oise, dans le département. Donc c'est énorme. Donc il faut remettre, peut-être on va l'étudier, un poste de police municipale mobile à cet endroit-là, un peu plus de médiation, un club de prévention pour les jeunes en difficulté. On a le fléau, vous savez, des bonbonnes partout d'azote. Les ballons. Voilà, il y a de la prévention à faire sur pas mal de sujets. La santé mentale, c'est un grand sujet aussi chez les jeunes avec les réseaux sociaux, le harcèlement. Il y a beaucoup de choses à faire et c'est ce que j'ai appelé dans mon programme agir sur le quotidien tout de suite et maintenant. Alors les grands projets, c'est bien, mais quand vous parlez à quelqu'un de finalement un projet qui peut voir le jour en 2035, ok, il faut y travailler, il faut préparer l'avenir. Je ne dis pas le contraire. Il faut préparer l'avenir, mais il faut agir pour le moment tout de suite sur le quotidien des gens. Et moi, c'est ce que les gens me demandent. Voilà. Et il y a un autre aspect qui est important aussi, c'est que les gens ne se sentent plus écoutés. C'est pas de la démago, mais vraiment, les gens me disent... ne serait-ce que d'être écouté, dialoguer, ça fait du bien. On trouve la porte fermée, on n'arrive plus à parler avec le maire, avec les élus. Et nous, on veut juste du dialogue, on veut juste être écouté. Après, ça, c'est le discours, on va dire, de tous les habitants qui ne votent pas, on va dire qui ne votent pas et qui votent, et qui voient leur maire où... Là, actuellement, tu vois, c'est animé. On est juste à côté. Là, on a vu un petit marché du Ramadan. C'est ça. Alors, on posait la question à Karim du studio, qui disait, tu vois, voilà, on va dire, c'est en période électorale, tu vois, c'est la fête au village. J'avais reçu aussi Cheikh Nget à Aulnay. Quand c'est les élections, tu vois, il y a plein de choses. Tout le monde aime sa ville et tout. Et puis après, tout le monde redisparaît. C'est vrai. Mais alors, c'est vrai ce que tu dis, mais il y a quelque chose de très factuel. C'est vraiment la politique, tu vois. Je te dis Goussainville, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville,
Villiers ou Mais autre. après, je les comprends, les habitants, parce que souvent, que... ils nous disent quand on est en campagne, oui, là, on vous voit, vous êtes présents parce qu'on est en campagne, mais voilà, pendant ensuite l'élection, on ne voit plus personne. C'est ce qui ressort toujours. C'est ce qui ressort, ce qui est ressorti, parce qu'on a organisé plusieurs cafés citoyens aussi tout au long de la campagne. Et donc, ce qui m'est venu, quelque chose de très simple, c'est rien d'extraordinaire, certains, le maire le font déjà. C'est-à-dire, au lieu de dire on a des permanences du maire et des élus en mairie, on fait des permanences dans les quartiers. Là, souvent, pendant les week-ends, on se met avec une petite table, avec du café, on va voir les habitants pour parler de notre programme. Et il faudra faire exactement la même chose de façon régulière, aller dans les quartiers et finalement laisser les gens venir nous voir pour parler de leur quotidien, de ce qui se passe, des problématiques, sans rentrer dans les problématiques très personnelles. Là, il y a des rendez-vous avec le maire. Mais je pense que c'est intéressant aussi d'organiser des permanences du maire et de ses élus dans les quartiers. Et ça fait partie du programme, justement. Et du coup, là, en 18 ans, toi, tout ça, tu n'as pas pu le mettre en place ni avec M. Alain Louis, à son âme, et ni avec Abdelaziz Hamida. Alors, pourquoi c'est vraiment parce que c'était... vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Et donc, des fois, on n'a pas toutes les mains libres, on va dire. Mais pourquoi, justement, ne pas avoir mis tout ça en place avec Alain Louis, donc sur le premier... Tu étais conseiller municipal, donc tu n'avais pas trop... Sur mon premier mandat d'adjointe au maire, j'ai été déléguée à la démocratie participative, entre autres. Et donc, j'ai mis en place beaucoup de choses en lien avec la concertation, les conseils de quartier, qui n'existaient pas, donc dans chaque quartier, les conseils des jeunes et ça, quand tu les conseils des enfants. Sur le terrain, tu leur redis Oui, parce que les conseils de quartier ont été supprimés. Ce qui a été mis en place, c'est un conseil de voisinage, mais finalement qui n'est pas ouvert à l'ensemble des habitants. C'est une petite poignée d'habitants. Et les gens réclament qu'il y a vraiment des conseils de quartier où finalement on peut venir tous les trimestres exprimer les problématiques du quotidien de son quartier. Donc ça, c'est une demande. Donc ça aussi, on va le remettre en place. Donc moi, la démocratie participative, c'est mon ADN. J'y ai travaillé pendant 6 ans. Ça permet à la fois d'écouter les plus jeunes, je l'ai dit avec le conseil des enfants, ça permet de les former aussi à la citoyenneté, parce que ça, c'est important. Il n'y a pas de culture politique, il n'y a pas d'instruction civique. C'est important. Moi, je le disais tout à l'heure en préambule, la politique, ça m'a passionnée depuis toujours. Je me suis engagée à l'âge de 16 ans. Mais c'est pas malheureusement le cas de beaucoup de très jeunes. Rare, tu vois, quelqu'un qui s'engage comme toi à 16 ans. C'est pour ça que je te posais, est-ce que tes parents étaient politiques? Parce qu'en général, on le voit que dans le schéma des politiques, des députés, des ministres, qui sont fils d'eux, etc. Et donc, c'est logique. Après, tu vois, là, aujourd'hui, quand tu vas sur le terrain, en 2026, il y en a qui ne savent même pas où est leur bureau de vote. Je sais bien. Ils vont à la mairie, croyant, tu vois. Donc, je sais bien. C'est triste. Du coup, c'est pour ça que le conseil des jeunes et le conseil des enfants, ça permet aussi de former la jeunesse à la citoyenneté. Parce qu'ils organisent des mini-élections dans leur école, dans leur collège, dans leur lycée. Et donc, ils se rendent compte un petit peu de ce que ça fait aussi de mener une campagne et quels sont le rôle d'un maire, d'un député, d'un sénateur. Parce qu'effectivement, le rôle de nos institutions est assez peu connu, finalement, des jeunes. Et puis pas que, mais des jeunes. Mais effectivement, quand on est sur le terrain et que je dis, il faut voter le 15 mars. Jeunes, mais je ne sais pas si je suis inscrit. Mais tu as déjà voté? Non, mais il faut voter, tu te rends compte? C'est l'avenir. Il y a toute une culturation à mettre en place, toute une éducation civique, tu vois. Il faut que chacun joue son rôle. C'est-à-dire que l'éducation nationale, il y a un cours qui s'appelle l'éducation à la citoyenneté. Il existe, mais je crois que c'est 2 heures au collège. Alors qu'on étudie de 6 à 18 ans. Donc, il faut en mettre davantage à l'éducation nationale. Et puis, la collectivité, à son petit niveau, elle peut jouer son rôle aussi. Il y a les associations aussi qui peuvent engager ce dialogue avec la jeunesse. Et puis, il faut leur parler de leur quotidien. Voilà, moi, j'ai organisé un meeting il y a quelques semaines. Des jeunes sont venus, parce que j'ai aussi des jeunes dans mon équipe. Donc, ça leur parle. Et j'ai donc parlé de ce contrat qu'on veut mettre en place, ces partenariats avec les entreprises du territoire. Et tout de suite, ils m'ont dit oui, parce que nous, on a besoin de stages, on a besoin d'alternance, on a besoin de ça. Tout de suite, ça leur a parlé. Voilà, si je leur parle de nid de poule, c'est pas ce qui va parler aux jeunes. On est d'accord. Donc, on les a écoutés. Donc, c'est pour ça qu'on a proposé ça au programme, parce que l'emploi, l'insertion, c'est un grand souci. On a une ville jeune. La moitié de la population a moins de 30 ans. Il y a 30% qui décrochent. Donc, ces personnes-là, il faut les suivre, il faut les accompagner. Donc, avec les associations d'insertion, et pas que, mais entre autres. Et puis, on a ces jeunes qui réussissent, mais qui, à un moment donné, sont bloqués, soit pour trouver une entreprise pour l'alternance, soit pour un stage, soit pour un emploi. Donc, ces talents-là, il faut les accompagner. Et ils ont aussi besoin, parce qu'il faut travailler, mais il faut aussi se réunir pour avoir de la convivialité. Il n'y a aucun espace jeunesse qui est dédié à Goussainville aujourd'hui pour les 15-25 ans, par exemple.
Donc c'est un vrai manque. Il y a la salle d'études que j'ai moi-même suivie et mis en place, mais il y a aussi besoin d'un espace jeunesse pour échanger, pour étudier, pour se retrouver. Je voudrais aussi lancer les assises de la jeunesse pour les écouter. C'est quelque chose que j'ai pas pu mettre en place pendant mon mandat alors que j'étais à la jeunesse. C'est quelque chose qui me tient à cœur parce que moi je pars d'un principe qu'il faut partir du besoin des habitants. Donc là on parle des jeunes, donc du besoin de ce qu'ils ont. Aussi d'écouter leurs difficultés. Même si j'ai commencé très jeune, j'aime me qualifier encore de jeune. Mais cette génération, je la connais pas, cette fameuse génération Z, c'est comme ça. Les réseaux sociaux, ça a tout changé, leurs difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. Donc c'est aussi important de pouvoir les écouter, même une fois installés à la mairie. C'est de continuer à écouter cette jeunesse qui en a besoin. Et là, du coup, quel est le taux d'abstention à Goussainville ? Sur une municipale, c'est énorme. On est à 50% d'abstention. D'accord. On ne peut pas faire de stats sur les jeunes, mais je pense qu'on est à beaucoup plus sur la jeunesse. Moi, combien d'électeurs ? Il y a 17 500 inscrits. 17 500 inscrits, donc on a 9 000 qui votent à peu près. C'est ça, même un peu moins. Et sincèrement, moi, je tiens des bureaux de vote depuis 20 ans. C'est pas les jeunes qu'on voit les premiers. Non, dans les stats que j'ai vus un petit peu, c'est le plus fort taux, c'est les 35-49. Ouais. Après, on a les seniors qui sont pas mal mobilisés. Les seniors, ceux-là, ils votent ils viennent à 8 heures dans le bureau de vote. Ceux-là, ils savent déjà quel bulletin ils savent, droite extrême. Eux, à 8 heures, je te rejoins. Exactement. Nous, à 18 heures, il est où Hamid, il dort encore, on va le chercher. C'est ça. Mais c'est aujourd'hui le vote. Comment tu comptes faire justement pour aller chercher, mobiliser ? Est-ce que tu fais du porte-à-porte ? Est-ce que tu fais du réseau social ? Est-ce que tu fais un mix des deux ? Est-ce que tu fais une campagne à la Zoran Mamdani ou comment ça se passe justement ? Comment tu vas aller chercher ces indécis qui se plaignent mais le jour J ne votent pas ? C'est vrai. Alors, le porte-à-porte, ça fait partie de notre quotidien maintenant depuis de nombreux mois. C'est un peu comme ça que j'ai appris moi aussi à faire du militantisme et de la politique. Ça fonctionne quand les gens prennent le temps de discuter, mais c'est pas là qu'on touche les jeunes. Il faut être totalement honnête, c'est pas eux qui ouvrent la porte, même s'ils sont là, ça va être les parents. Donc maintenant, on a un réseau social qui s'appelle TikTok, qu'on découvre tous dans notre quotidien. Et j'ai mon équipe, et puis j'ai des jeunes qui m'accompagnent sur la communication, qui essayent de me faire des petites vidéos assez courtes pour parler à la jeunesse. Donc voilà, on essaye de les toucher davantage vers les réseaux sociaux. On doit faire justement aussi un live TikTok là, je crois, ce week-end. Je suis dans la communication, mais voilà, je découvre ce réseau social. Donc oui, la jeunesse, faut les toucher sur les réseaux, mais on va aussi à leur rencontre sur les terrains de foot, dans les city parks, c'est les vacances scolaires par exemple. Donc on essaye d'aller à leur rencontre, mais c'est sûr que c'est une population plus difficile à toucher. Puis je l'ai dit, j'ai des jeunes dans mon équipe, j'ai des étudiants, j'ai des jeunes ingénieurs. À 25 ans, on est encore jeune. Oui, on est jeune. Oui. Donc j'ai deux même ingénieurs qui ont 25 ans. Voilà, on est d'accord. Mais donc j'ai des gens aussi dans mon équipe qui parlent Et quel est le retour du coup quand tu fais du porte-à-porte justement ? Est-ce qu'il y a des bons retours ? Les jeunes justement, est-ce qu'il y a eu un petit pic d'inscription ou... Oui. Alors l'avantage tout de même, c'est que quand on a 18 ans et qu'on a fait son recensement, on est automatiquement inscrit sur les listes. Moi, j'ai rencontré des jeunes qui disent « Oh, j'ai dépassé la date. » Non, t'as quel âge ? T'as 19 ans, t'es inscrit d'office. Donc ça, c'est quand même un gros avantage par rapport à ma génération, où même s'ils n'ont pas fait la démarche de s'inscrire, ils sont inscrits. Donc finalement, ils n'ont pas grand-chose à faire, ne serait-ce qu'aller voter. Et je le dis aussi aujourd'hui, beaucoup pensent qu'il faut une carte d'électeur. Non, on a juste besoin d'une carte d'identité pour aller voter. Et moi, je leur dis, voilà, on a un dernier meeting d'ailleurs, là j'en profite, qui est organisé le 6 mars prochain. Venez. On a vraiment beaucoup de choses à proposer sur la jeunesse et l'éducation. C'est là où on a, je crois, une trentaine de propositions. C'est notre partie la plus importante sur l'engagement. Donc venez nous écouter, venez discuter. Et c'est dans l'échange aussi qu'on peut convaincre que c'est nécessaire d'aller voter et même indispensable. Et que l'avenir de la ville, ça reste la jeunesse. Non, mais exactement. C'est très important que tout le monde aille voter pour qui voulait, mais allez voter. Oui. Mais on ne peut pas se plaindre après les élections en disant « Ah, on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça ». Si déjà, la base, toi, tu ne l'as pas faite, on ne peut t'en prendre qu'à toi-même. Ça, c'est ce qu'on dit à chaque fois. Là, on est à 2 semaines du scrutin et c'est un peu ce que je dis. C'est-à-dire que moi, j'ai fait mon travail. J'ai concerté. On est à la rencontre, on a fait des cafés citoyens. On a proposé un programme en lien avec justement les retours du terrain. J'ai fait mon travail, faites le vôtre. Exactement. Et si vous voulez vraiment du changement et que ce programme soit mis en place, il faut voter le 15 mars. Et du coup, quelle est ta vision, toi, du pouvoir
local, justement? Est-ce que tu vas travailler avec tout le monde ou, comme tu disais, justement, une fois que tu gagnes, tu vas plus calculer personne Non, mais on est enregistré, donc on pourrait ressortir cet audio. Non, je le dis, moi, la concertation et la démocratie locale, c'est mon ADN, vraiment. Et j'ai vu que ça fonctionnait. C'est-à-dire que, comme tu dis, les gens, si on ne les écoute pas, ensuite ils se démobilisent et ils vont plus venir voter. Et puis c'est pas l'objectif. Après, il y a aussi le contexte national aussi, tu vois, où Macron a perdu les élections 2 fois et il n'écoute pas. Tu vois, donc c'est vrai que ça ruisselle dans le mauvais sens du terme. C'est qu'en fait, les gens sont tellement dégoûtés de la politique nationale qu'ils font qu'en fait, quand on arrive derrière en faisant du porte-à-porte, en disant que ça va être différent, on va te dire oui, mais non, mais regarde, l'autre, il a perdu et il s'en tape complètement des habitants et des citoyens. C'est un peu le discours que peuvent me tenir des Goussainvillois. Alors, pas que des jeunes. Non, c'est ça que je te dis, oui, c'est vraiment... Et moi, ce que je dis, c'est que on est à un petit niveau. On est dans c'est le local. C'est le local. On est sur une ville de 30 000 habitants. Je suis entourée d'une équipe comme moi qui a grandi, qui a un attachement fort à cette ville. On n'est pas à l'Élysée. Donc, ce qu'on veut mettre en place, c'est vraiment pour nous, pour la jeunesse, pour notre ville, parce qu'on l'aime et qu'on veut la voir évoluer dans le bon sens. Donc voilà, je ne vise pas l'Élysée. Là, c'est un scoop. Donc, non, mais ça aurait pu être justement. Est-ce qu'il y a une ambition après plus nationale ou pour l'instant c'est vraiment pour le local? moment pas du tout. Pour le moment pas du tout. Et comme je disais tout à l'heure, moi ça fait pas 15 ans que je rêve d'être tête de liste et d'être candidate pour être maire de Goussainville, pas du tout. Moi ce que je veux c'est faire évoluer ma ville et continuer à m'y engager. Donc ça c'est l'objectif premier. Et donc oui, le local c'est primordial et on a davantage de pouvoir finalement pour faire bouger le local. Et moi ce que je dis aux gens qui me disent oui mais la politique c'est tous les mêmes, vous tenez tous le même discours, etc. Et je leur dis moi aussi, j'ai pas eu envie de voter Macron 2 fois, je l'ai fait, parce que j'avais pas le choix. Je le dis aussi là. Mais c'est pas pour autant que je me suis dit, j'en ai marre la politique, j'arrête. Non, il faut continuer, parce que si on tient tous ce même discours, à la fin, ceux qui ne lâchent pas, c'est ceux qui ont le pouvoir depuis des décennies. Exactement. Et qui sont plutôt à droite de l'échiquier. Voilà. Et donc, il ne faut pas leur laisser la place. Il faut continuer à s'engager pour l'égalité des droits. Après, il y a 11 millions d'électeurs qui, eux, votent à chaque élection. Exactement. Et qui font monter petit à petit Jordan Bardella et Marine Le Pen. Et on arrive justement au bout de la cocotte minute, là, je pense. Et moi, je suis effarée de me dire que presque 25 ans après, la raison pour laquelle je me suis engagée en politique avec Jean-Marie Le Pen en 2002. Et là, finalement, on est en train de se dire, finalement, c'est pas mal. C'est finalement pas mal. Et puis non, ils sont pas d'extrême droite. Ah bon? Ok, je savais pas. Et puis Bardella, il est sympa en TikTok. Je suis hallucinée. Et je me dis, mais non, on peut pas en arriver là. Et donc, il faut continuer à se battre, et même plus, finalement, parce que les gens oublient vite. Les gens oublient vite l'histoire, oublient vite ce que l'extrême droite, ce que ça veut dire, et ce qu'ils sont capables de faire. Et je m'appelle Sonia Yembou. Ça veut dire quelque chose aussi. Mes grands-parents se sont installés en France dans les années 60. Ils ont quitté l'Algérie. On est dans une ville cosmopolite. On a une communauté maghrébine, une communauté d'Afrique noire, une communauté turque, portugaise, espagnole, pakistanaise, j'en oublie certainement. Donc, on ne peut pas laisser cette extrême droite gagner du terrain, que ce soit au local et au niveau national. Et quand on a des gens, mon profil et d'autres dans mon équipe, on arrive, au pouvoir, c'est un grand mot, mais en tout cas, on arrive pour mener nos villes, et petit à petit, j'espère que l'extrême droite au niveau national va perdre aussi de la force. En tout cas, je continuerai à me battre pour ça. Si tout le monde vote, l'extrême droite n'a pas forcément autant de pouvoir que ça. Oui. Mais comme il y a 70%, 80% d'abstention dans nos quartiers, dans nos quartiers populaires et dans nos campagnes, sinon, s'il y avait 11 millions d'électeurs, déjà, il y a un partout balle au centre. Je suis d'accord. Mais parce qu'il faut réexpliquer... 11 millions sur 60 millions de personnes, ça fait à peine un cinquième. C'est pas énorme. C'est vrai. C'est pour ça que moi, je pense que le vote obligatoire, ça serait une bonne chose. Bon, là, je ne peux pas le faire au niveau municipal, mais je pense que ça serait une bonne chose parce que... pareil, comme le vote qui était une des promesses de Mitterrand, puis d'Hollande, des étrangers qui vivent là, nos parents, par exemple, qui n'ont pas le droit de voter, alors qu'ils participent depuis des années... à payer des impôts, à la collectivité, au quotidien, mais eux n'ont pas le droit. Alors, je vais te raconter une anecdote, si je peux me permettre. Bien sûr. François Hollande a été élu en 2012. Oui, il avait promis le vote des étrangers. Il y avait le Sénat qui était passé à gauche. En 2014, il y a les élections municipales. Et ma grand-mère, paix à son âme, qui était installée depuis 60 ans en France, je lui dis, tu sais quoi, peut-être que pour une fois, tu pourras voter pour ta petite fille. Parce que François Hollande a été élu et dans 2 ans, on a des élections, etc.
Et parce qu'elle n'a jamais voulu faire sa nationalité française. Ça, c'est la fierté algérienne de ma grand-mère. Et donc, j'étais vraiment impatiente de pouvoir me dire je vais pouvoir l'amener au bureau de vote. Et puis finalement, ça ne s'est pas fait parce qu'il a choisi de plutôt faire voter la déchéance de nationalité que le droit de vote pour les étrangers. Donc ça, pour moi, ça a été une trahison de la gauche et du PS à ce moment-là. Qui continue encore à trahir de nos jours. Hein, donc, Voilà. Et donc, effectivement, il ne faut pas que la gauche se surprend de ne perdre des électeurs quand elle trahit elle-même ses électeurs. Et moi, je me suis sentie trahie à ce moment-là. Et je me suis dit, mais ma grand-mère, elle ne pourra jamais voter en France. Bon, je l'accompagnais au vote au consulat, mais c'est pas pareil. Donc, je garde un peu une petite amertume de me dire que ma grand-mère n'aura jamais pu voter pour sa petite fille, alors que finalement, elle y vit depuis bien plus longtemps que M. Bardella, pour ne citer que lui. Et que M. Valls, par exemple. Ouais, ou que M. Valls, qui est de toute façon... se pense plus espagnol que français. Oui, maintenant plus français que espagnol. Voilà, je ne sais pas, ça dépend. Ouais. Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Et donc, il y a une grosse erreur, une grosse trahison de la gauche qui peut peut-être se rattraper. Mais en tout cas, ça a été une grosse erreur de leur part. Mais il ne faut pas leur laisser la place. Voilà, je le dis là avec une petite amertume parce que ça m'a touchée personnellement. Mais il ne faut pas leur laisser leur place et leur dire que moi, je suis française depuis, bien sûr, ma naissance, mais je suis la 3e génération. Personne pourra m'expliquer aujourd'hui que je ne suis pas française. Justement, j'allais en venir à cette question. Du coup, toi, tu es Sonia Yembou. Tu es une femme donc, qui se présente en politique. Du coup, quand tu es sur le terrain, est-ce qu'on te renvoie à tes origines ou pas? Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en général, j'ai reçu pas mal de monde qui se présentait en liste citoyenne, de toute nationalité, même si ça reste quand même des Français à part entière. Mais on leur dit, on ne votera pas pour un Noir, pour un Arabe. Toi, c'est un peu différent parce qu'à Goussainville, vous avez déjà Abdelaziz Hamida qui est d'origine marocaine, français d'origine marocaine, donc il y a peut-être moins ça. Mais une femme justement en politique d'origine, est-ce qu'on te le renvoie quand tu distribues des flyers ou pas? Moi, j'appelle ça un peu le syndrome de Stockholm. Mais en 2026, non, on ne votera pas pour un Arabe, pour un Noir, pour une femme. Alors, soit les gens n'osent pas me le dire en face, mais j'ai pas eu affaire à... T'as pas eu ça? J'ai pas du tout eu ce genre de remarques sur mon origine ou ma prétendue origine. Les gens se questionnent, parce que mon nom de famille, on ne sait pas trop où le mettre. Sonia, c'est assez, Sonia, c'est international. Assez universel. Mais Yembou, ils se questionnent souvent. Bon, ils se doutent qu'il y a une origine derrière. Après, on est dans une ville très cosmopolite. Donc, je pense que ça serait pas la même chose si j'étais au fin fond de la Creuse. Mais là, pour le coup, je n'ai jamais eu de toute ma carrière politique ou mon parcours professionnel d'insultes racistes, non, pas forcément d'insultes, en fait, c'est vraiment le référence le syndrome de Stockholm. Quand je te dis ça, tu vois, quand on a vu des gens qui disent non, ils voteront pas pour un Noir ou un Arabe, fallait mettre un Français pure souche. Tu vois. J'ai pas eu cette remarque, mais alors je pense que d'être une femme, ça facilite. Au contraire, et c'est pas un inconvénient, parce que déjà, tout au début, j'ai réussi à attirer beaucoup de femmes. Au début, quand je faisais campagne, c'était vraiment l'équipe de femmes autour de moi. Je dis, il nous faut des hommes parce que là, c'est bien. C'est un autre problème. C'est très bien, parce que souvent, on a du mal à recruter des femmes, et là, c'était plutôt l'inverse. Mais parce que je pense que ce que je présentais, et puis on me renvoyait au courage que j'avais pu avoir. Donc, j'ai attiré beaucoup de femmes autour de moi. Donc, je ne sais pas si ça a joué. Et puis, des femmes de tous horizons, de toute origine. Donc, non, je n'ai jamais eu affaire à ce genre de remarques. Peut-être que les gens le pensent, hein, mais en tout cas, moi, j'ai jamais eu ce genre de remarques. Et tant mieux, parce que je pense que j'aurais beaucoup de choses à dire à ces gens-là. Et pareil, est-ce qu'on te demande, qui te présente là depuis peu, est-ce qu'on te demande ton programme? Et puis j'allais en venir justement. Oui, alors c'est marrant parce que on ne le demande pas forcément au maire sortant en général. Oui, c'est vrai. Au début, quand je me présentais, on me disait pourquoi vous vous présentez, donc j'expliquais. Et puis ensuite, on nous disait quel est votre programme. Il arrive. Et puis après, on disait quelle est votre équipe. Il y a toujours une question. Mais là, j'ai les 3. Donc on est à 2 semaines. Bonne transition. Oui. Quelles sont toi les grandes lignes de ton programme, si tu peux en parler, bien évidemment. Alors, on vient de le finaliser. C'est tout frais, tout chaud. Il va être diffusé ce week-end. Il y a plus de 100 propositions, donc je ne peux pas les résumer très rapidement. Mais on en a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est que la priorité reste la jeunesse et l'éducation. Parce que, je le disais, on a des écoles qui sont dans un état assez préoccupant avec des algécos. Donc, il y a besoin d'avoir un nouveau groupe scolaire. On a besoin d'avoir un grand plan de rénovation sur 6 ans de l'ensemble de nos écoles. Donc ça, c'est aussi très, très important. Et puis, on va mettre en place aussi une mesure
assez phare, c'est les petits déjeuners gratuits à l'école maternelle et élémentaire. Parce qu'on s'est rendu compte que pour plusieurs raisons... Des jeunes qui arrivent qui n'ont pas exactement. mangé. Soit des jeunes qui n'ont pas faim à 7h du matin, quand les parents les accompagnent à l'accueil de loisirs. Ils sont en retard, ils n'ont pas eu le temps de prendre. Exactement. Ou d'autres par des difficultés financières. Et donc, c'est une mesure vraiment d'équité, en disant que ça permettra à l'ensemble des enfants de pouvoir commencer la journée avec un petit déjeuner. Et il y a des études, ça a été fait à Marseille, par le maire de Marseille, il y a des études qui prouvent que commencer la journée avec un petit déjeuner dans le ventre permet une meilleure concentration et des meilleurs résultats. Donc c'est une mesure assez simple à mettre en place, qui n'est pas si coûteuse que ça pour la municipalité, parce qu'on a financé tout ça et qui pourra être mis en place dès septembre 2026. Donc ça, c'est une des mesures phares. Donc ça, c'est sur l'éducation jeunesse. J'en ai parlé tout à l'heure, les contrats avec les entreprises locales pour aider les jeunes à l'insertion. Finalement, le lieu, l'espace jeunesse pour les 16-25 ans. Et puis ensuite, on a tout l'aspect cadre de vie. Alors, cadre de vie, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est à la fois avoir une ville plus verte et mieux entretenue. Beaucoup de gens nous ont parlé des rues dans un état délabré, les nids de poules, la propreté, ce genre de choses du quotidien, il faut en parler. Et donc, on va mettre en place quelque chose de très simple avec une application qui s'appellera Proxigous, qui permettra à chaque habitant, on a tous un téléphone dans la main au quotidien, de prendre une photo et de l'envoyer avec une navette d'intervention d'urgence. La propreté, ça se gère au quotidien, les nids de poules, etc. Et donc, ça pourrait être mis en place assez rapidement dès les premières semaines. Donc ça, c'est pour le cadre de vie. On a aussi des parcs à réaménager, puisque les gens ont besoin aussi d'avoir d'espaces verts et d'espaces de respiration avec des îlots de fraîcheur dans toute la ville. Et puis, on a l'aspect aussi tranquillité publique. Je le disais tout à l'heure, le quartier des Noux, qui est un des quartiers les plus cambriolés dans le Val d'Oise, donc d'avoir une police municipale mobile qui peut se déplacer dans les quartiers, et aussi d'avoir une autre antenne de la police municipale dans ce quartier-là, qui pourra dissuader les cambrioleurs. Mais la tranquillité publique, c'est aussi beaucoup de prévention. Et donc, il y a aussi des actions de prévention qui vont être mises en place avec un club de prévention pour les jeunes en difficulté. Et puis, face au fléau du protoxyde d'azote, et d'accompagner les jeunes qui sont en difficulté à travers de la médiation. Et du coup, si tu es élu demain, quelle sera ta première décision, si tu y as pensé, bien évidemment ? J'y ai pensé, et ce que je dis aussi dans mon programme, c'est que ces 100 mesures, ça paraît énorme, mais il y en a beaucoup qui peuvent être mises en place. 7 ans. Il y a 7 ans en plus. C'est vrai, il y a 7 ans cette année, sur ce mandat-là. Dans les plus de 100 mesures qu'on propose, il y en a énormément qui peuvent être mises en place dans les premiers mois, en fait. Vraiment, c'est ce que je dis. Moi, je vais agir tout de suite et maintenant pour le quotidien des habitants. Donc, ce dont j'ai parlé, il y a aussi une navette gratuite qui va être mise en place pour l'ensemble des habitants. On pourra appeler la navette pour aller faire ses courses, pour les personnes âgées, pour ses rendez-vous médicaux. Elle sera gratuite, elle sera financée par des annonceurs. Ça peut être mis en place dès les premières semaines. Les petits déjeuners gratuits, j'en ai parlé. Et puis, sans paraître démago, je veux mettre en place ces permanences du maire et des élus tout de suite. Je ne veux pas m'enfermer dans le bureau une fois que la campagne est terminée. La campagne est terminée, on met en place les urgences, l'équipe, et ensuite on retourne sur le terrain. Quand la campagne est terminée, il y a une nouvelle campagne qui démarre. Il y a une nouvelle campagne, c'est vrai. Mais du coup, je veux mettre en place ces moments d'écoute très vite, remettre en place les conseils de quartier, lancer le parlement des enfants, des parents d'élèves, parce que les parents d'élèves réclament d'être davantage écoutés. Donc en fait, toute cette démocratie locale doit être remise en place dès mon arrivée, et ça peut être mis en place dès les premières semaines de façon assez... Les parents d'élèves, c'est-à-dire avec les représentants des parents d'élèves. Avec l'éducation nationale Oui, avec l'éducation nationale. Ils n'ont pas de lieu pour se réunir, les représentants de parents d'élèves. Donc on a des écoles qui peinent à avoir des parents d'élèves au conseil d'école, donc ça c'est pas normal. Donc aussi, il faut les accompagner, les former et puis leur mettre à disposition un lieu pour qu'ils puissent se réunir. Donc une mairie à l'écoute, c'est essentiel et ça peut être mis en place dès les premières semaines. Et puis on sera dans le bain, on sort d'une campagne, on retourne très vite sur le terrain pour écouter les habitants. Et puis rendez-vous dans 6 ans et demi. C'est ça. Mais c'est dommage. Et moi, après on ne se connaît pas, mais j'aime le terrain. J'ai pas envie de m'enfermer. Et puis, c'est pas le boulot d'un maire de faire de l'administration. Le boulot d'un maire, je le dis souvent, c'est pas un chef de service, c'est le chef de son administration, certes, mais il est surtout au service des habitants. C'est d'indiquer un cap et puis... Exactement. Et ça, faut pas l'oublier, et je le dis et je le redis aujourd'hui, c'est que le rôle d'un maire, le premier rôle d'un maire, c'est d'être à l'écoute de ses habitants et être au service des habitants. Et donc, c'est d'aller à leur rencontre qu'on peut effectivement répondre à leurs préoccupations. Et est-ce que tu as une anecdote marquante à nous raconter, un moment de doute, de joie ? Sur la campagne ? Sur la campagne ou sur ce que tu veux. Peut-être sur la campagne, c'est plus d'actualité. Oui. Ou sur, Je réfléchis. Alors,
peut-être un moment de joie, c'est le dépôt de la candidature tout de même. Parce que c'est une délivrance. Parce qu'au départ, tu es en panique, une attestation provisoire, et puis tu revérifies tout. Exactement. C'est une délivrance, et puis c'est un aboutissement. C'est un aboutissement de plusieurs mois de campagne, parce qu'il faut aussi convaincre les gens de l'équipe de nous rejoindre. Moi, l'équipe de la campagne, il y a des personnes que je connais depuis nombreuses années, mais des autres qui nous ont rejoints, qui ont été convaincus par mon parcours aussi. J'en ai parlé un petit peu au début. Et puis mon engagement. Et c'est important de se dire, j'ai convaincu 40, parce qu'avec moi, ça fait 40 personnes de me suivre, et qui sont convaincues à la fois par ce que je propose, mon parcours, ma personnalité, et puis le programme. Donc c'est une première réussite d'avoir convaincu cette équipe. Les gens ne se rendent pas compte de monter une liste, qu'il faut 40 noms, que ce soit paritaire, moitié, que ça représente moitié tous les femmes, quartiers, tous les âges. toutes les classes sociales aussi, parce qu'on ne peut pas mettre Exactement. Des Moi, personnes. j'ai à la fois, je l'ai dit tout à l'heure, mais j'ai à la fois des fonctionnaires, j'ai des pharmaciennes, j'ai des retraités, j'ai des étudiants, j'ai des chauffeurs poids lourds. Voilà, ça représente vraiment tout Goussainville. Et c'est ça, il faut que les gens se sentent représentés. On n'est pas des technocrates, on est des Goussainvillois comme les autres, qui aiment notre ville et qui veulent la faire avancer. Et c'est vrai qu'en général, les gens, ils voient que les tracts pendant le marché. Et ça prend beaucoup de temps de faire des tracts. Oui, bien sûr. C'est pour ça, les tracts, il y a le dépôt de la constitution de la liste, le dépôt de la liste, la valider, puis après, comme tu disais tout à l'heure, les bulletins de vote, la profession de foi, trouver le bon imprimeur, qu'il y ait du papier, que ça respecte les délais. Passer le bon message. Passer le bon message, parce que, pareil, le citoyen lambda reçoit les professions de foi des 7 listes, donc il ne faut pas que ça finisse à la poubelle. Et puis, comme tu dis, il y a tout ça, et puis après, il y a aller chercher voix par voix pour le 15 et le 22. Et pardon, je reviens un peu en arrière parce que tu me parlais des premières mesures et de ce qui était important. Il y a quelque chose d'important et qui m'a marqué, mais ça rejoint ta question sur l'anecdote, c'est qu'on a organisé un café citoyen autour de la solidarité et du handicap. Et j'ai été très touchée par plusieurs mamans qui ont un enfant porteur de handicap ou qui finalement sont aidants et qui accompagnent leurs parents qui sont en perte d'autonomie, que ce soit avec la vieillesse ou avec les maladies qui sont de plus en plus présentes, comme Alzheimer ou Parkinson. Et je ne pensais pas que ça touchait autant de monde à Goussainville. J'ai été vraiment très surprise et très touchée, où les gens m'ont dit, mais tout ce qu'on veut, c'est être écouté. Et finalement, on sait que le handicap, c'est pas forcément la mission primordiale de la mairie, parce que c'est le département qui gère l'autonomie et puis le handicap. Mais ne serait-ce que d'être écouté, c'est important. Et donc, ce qu'on a mis dans le programme, c'est aussi la mise en place d'une mission handicap, qui soit à l'écoute en mairie des parents et des habitants, parce qu'ils ne savent pas où aller. La MDPH, c'est compliqué, un dossier, on ne sait pas comment le constituer. Et aussi des groupes de parole, à la fois qui réunissent les parents, qui réunissent les enfants qui s'occupent de leurs parents devenus âgés, et qu'on puisse finalement s'entraider, ne serait-ce que dans un groupe de parole. Donc cette mesure, elle est née de l'écoute lors du Café Citoyen, et c'est une anecdote qui m'a marquée et qui m'a touchée. Et je me dis, on ne peut pas laisser ces gens au bord de la route et puis qui se sentent complètement délaissés. Et quand on est au quotidien avec un enfant autiste, avec un enfant handicapé, qu'on se retrouve à s'occuper de sa maman qui est atteinte d'Alzheimer, qui ne nous reconnaît plus, et ces aidants-là, ils ont aussi besoin d'être écoutés et d'être aidés. Et donc, c'est des choses qui peuvent être mises en place, pareil, dès les premières semaines après. Et du coup, pareil, pourquoi ça n'a pas été mis, justement, si je me fais comme un citoyen lambda qui te dit qu'a fait citoyen Madame Sonia Yembou, pourquoi, en fait, depuis 2009, même si 2009, on va dire depuis 2014, voilà, ce terrain-là, justement, cet accès, cette écoute, pourquoi ça n'a pas été mis en place? Alors, je le disais, que l'écoute, ça a été mis en place à travers les conseils de quartier, etc. Après, sur le handicap, c'était pas mon... Ou est-ce que là, comme tu es tête de liste, tu es parti plus sur le terrain et donc tu as vu plus... Alors, on est forcément plus sur le terrain en étant tête de liste. Et surtout, je me suis rendu compte... Tu as vu peut-être une vision plus transverse, c'est pas que culture. Exactement. Parce que quand on est élu, on est sur ses délégations, on est sur son petit précaré, on avance ses dossiers. Même si on a ses collègues qui présentent les dossiers, on ne peut pas être à fond sur l'ensemble des dossiers et connaître tous les sujets. Et c'est vrai que quand on est tête de liste, les gens, finalement, aussi viennent se confier plus facilement, directement. Et même si je me suis rendu compte, même si j'avais mené plusieurs campagnes depuis maintenant des années, les gens ne parlent pas de la même manière. Tu n'étais pas forcément... Voilà. Et les gens, finalement, veulent souvent parler au maire et à la tête de liste. Même s'il y a une équipe. Et donc, c'est plus facile pour eux de se confier. Et donc, ces gens-là qui vont parler lors des conseils citoyens et qui sont venus me voir à la fin, moi, vraiment, la maman et la dame qui me dit, même si vous ne gagnez pas, même si vous ne pourrez pas mettre en place ce que vous dites, le fait d'avoir parlé, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Rien que ça, franchement, cette dame, elle m'avait, comme disent les jeunes, refait ma journée, quoi. Et je me suis dit, je fais pas ça pour rien. Peu importe l'issue,
les gens se sont sentis écoutés et au moins le programme qu'on proposera répondra à leur quotidien et leur souffrance au quotidien. Donc voilà, l'anecdote rejoint un petit peu finalement la mission handicap qu'on voudra mettre en place. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter si tu as un dernier mot à dire aux gens de Goussainville? Je regarde ici, voilà. C'est ça. Est-ce que ça fait comme les élections présidentielles aux États-Unis et d'un coup, il y a un gros zoom? Non, pas trop. Non, moi, ce que je veux dire, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est que ce que je promets, c'est d'agir dans les premiers mois sur le quotidien des habitants, mais pas que. Agir sur le quotidien et aussi préparer l'avenir de notre jeunesse et préparer l'avenir de l'ensemble des Goussainvillois et des Goussainvilloises qui sont attachés à cette ville et qui veulent y rester. Et beaucoup me disent, si vous ne gagnez pas, on s'en va. Et moi, ce que je dis, non, ce n'est pas à vous de partir, mais c'est à nous de rester et c'est au maire actuel de partir. Donc surtout, il faut voter le 15 mars pour le courage du changement, parce que c'est notre slogan, et pour vraiment avoir un impact sur votre quotidien. Et on ne s'improvise pas maire. Je suis prête. Je suis élue depuis maintenant 2009. Je suis totalement prête pour devenir la maire de Goussainville. Bon. Merci en tout cas, Sonia Yembou, pour ce témoignage, pour cette... Merci pour l'invitation. Merci à toi. Ouais. Et puis, merde pour le 15 mars et puis, le 22, parce qu'en fait, il y aura deux tours ou il n'y aura qu'un tour, justement? Bon, avec cette liste, on s'oriente quand même vers 2 tours. Mais il y a déjà le 15 mars qui est important, parce que c'est la mobilisation la plus importante, parce que les gens souvent se disent on va voter au 2e tour. Non, il faut voter au 1er et au 2e. Et puis au plaisir de te recevoir à Goussainville avec ton spectacle. Merci. Parce que la culture est aussi un sujet qui me tient à cœur. Et on a un beau théâtre, donc au plaisir de se retrouver en 2026. Merci à toi, à bientôt. Merci, à bientôt.